bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est une des voix les plus autorisées sur le continent africain, respectée de ses pairs. Gilles Yabi est analyste politique et docteur en économie du développement. Il a fondé Wati, un groupe de réflexion sur la démocratie en Afrique de l'Ouest. Bonsoir Gilles Yabi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Même si moi je vous connais et que vous n'êtes plus vraiment à présenter, peut-être devriez-vous d'abord présenter Wati à nos téléspectateurs. Oui, ce sera avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me recevoir dans cette émission. Alors, vous avez dit Wati, groupe de réflexion sur la démocratie. En réalité, c'est un groupe de réflexion citoyen. On le définit comme un think tank citoyen. On ne travaille pas seulement sur les questions politiques et sur la démocratie. Je crois que l'une des raisons d'être de Wati, c'est justement la transversalité. C'est le fait de dire que dans nos pays, quand je dis nos pays, on se positionne spécialement en Afrique de l'Ouest, mais évidemment l'approche est panafricaine. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de construire une sorte de masse critique d'hommes et de femmes qui soient conscients des enjeux et des liens entre tous les enjeux. Donc, ça part des enjeux sécuritaires, politiques, pour toucher également les enjeux éducatifs, économiques et sociaux. Tous les sujets sont liés et Wati a une plateforme citoyenne ouverte à la réflexion collective pour qu'on puisse améliorer le présent et je dirais surtout l'avenir. J'ai vu que votre think tank s'intéressait de près à l'élection présidentielle qui se déroule en ce moment au Burkina Faso avec les programmes des candidats, avec la biographie des candidats. Quelle était la motivation derrière ? En réalité, ce que nous faisons là sur le Burkina Faso, Wati le fait depuis sa création. Wati a été créé en 2015, le site Internet a été lancé le 1er septembre 2015 et depuis cette époque, on avait décidé qu'à l'occasion de chaque élection présidentielle dans la zone Wati, qui représente en gros la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie, le Tchad et le Cameroun, qui font la jonction avec nos voisins d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale, on avait décidé qu'on ferait à chaque élection présidentielle, au fond, un dossier qu'on appelle une initiative élection pour présenter le contexte du pays, les biographies des candidats et leurs programmes. Et ça participe vraiment de notre volonté de promouvoir une démocratie qui ait du sens et qui ne se limite pas justement à la compétition électorale. Pour nous, l'élection doit être un moment où on discute justement des enjeux du pays et c'est un moment où tous les citoyens doivent avoir un certain plaisir à s'arrêter un peu sur l'état du pays et à regarder de près, disons, les personnalités qui entendent les diriger et qu'est-ce qui est proposé par ces personnes. Gilles Yabi, comment expliquez-vous le climat apaisé dans lequel se déroule jusqu'à présent, en tout cas, le processus électoral au Burkina Faso ? Je crois qu'effectivement, c'est intéressant de voir qu'on a un climat apaisé, malgré une situation sécuritaire tout de même très délicate, notamment dans le nord et l'est du pays. Je crois que cela montre que nos pays ont bien sûr des points communs, mais qu'il y a aussi des histoires politiques particulières. Le Burkina Faso est singulier, notamment par l'expérience Thomas Sankara, mais pas seulement. Il y a toujours eu une forme de tradition de militantisme politique, une volonté de mettre quand même un peu plus, peut-être que dans d'autres pays, l'intégrité au cœur de l'action politique. Et je crois aussi qu'il y a une forme de capacité des acteurs principaux à dialoguer et à comprendre que dans la situation actuelle, il ne fallait pas ajouter une crise politique à une crise sécuritaire déjà très grave. Ce n'est donc pas un consensus de façade? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a clairement un consensus sur les conditions d'organisation des élections législatives et de l'élection présidentielle. Ça veut dire aussi une confiance dans la commission électorale indépendante. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare dans le contexte en particulier des pays francophones de la région, qu'on ait une forme de crédibilité perçue de la commission électorale indépendante. Et je crois que ça tient aussi
aux personnalités qui ont l'habitude d'être nommées à la tête des commissions électorales au Burkina Faso. On n'a pas des personnalités qui ont été soit dans l'administration et très proches d'un pouvoir en particulier. Cette fois-ci, la commission est dirigée par un ancien journaliste, Newton Barry, qui a été un journaliste d'investigation pendant longtemps. Et je crois que lorsqu'on l'écoute, on a le sentiment, disons, qu'il est là pour faire son travail et on a tendance à faire confiance à son intégrité, à sa volonté de faire le travail technique d'une commission électorale indépendante. Et je crois que ça, c'est très important pour nous parce que un des éléments clés, je crois, pour la construction démocratique et de manière générale pour une meilleure gouvernance dans la région, c'est vraiment le fait d'avoir un peu plus d'éthique dans les fonctions publiques et bien sûr dans les institutions qui sont en charge des processus électoraux. Gilles Yabi, on est très étonné que le Burkina Faso, qui a connu une insurrection avec le départ de Blaise Compaoré, donne presque la leçon à certains pays qui sont autour. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense à la Guinée par exemple. Comment vous l'expliquez, vous? Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de paradoxe dans ce constat parce que le Burkina Faso a connu une révolution, la chute de Blaise Compaoré il y a quelques années. C'est le résultat d'une mobilisation populaire portée par la société civile, soutenue aussi par des acteurs politiques, y compris ceux qui l'ont remplacé finalement à la tête de l'État. Mais c'est clair qu'il y a toujours eu à nouveau, depuis Thomas Sankara, depuis aussi le journaliste Norbert Zongo, qui a connu le funeste sort qu'on sait pendant le régime de Blaise Compaoré, il y a toujours eu un fond de militantisme politique et beaucoup plus d'idéologie dans le combat politique que ce qu'on observe en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Vous avez mentionné ces deux pays. Honnêtement, ces deux pays n'ont jamais été des modèles dans la région de démocratisation. Ce sont des pays qui sont passés de régimes autoritaires finalement à une forme de régime démocratique, mais sans avoir vraiment fait le point sur leurs pratiques politiques. Et malheureusement, que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore une classe politique qui soit vraiment imprégnée d'une grande culture démocratique et qui soit prête à respecter les règles du jeu. Gilles Yabi, on est bien d'accord désormais que les précédents ivoiriens et guinéens ont définitivement enterré le discours, le fameux discours de la Baule et son esprit. Alors, beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il ne faut pas réduire les processus de démocratisation en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale au discours de la Baule. Parce que cela enlèverait aussi les facteurs internes qui ont joué un rôle clé dans les mobilisations qui ont conduit au processus de démocratisation et au retour dans beaucoup de pays au multipartisme. On pense aux conférences nationales, au Bénin par exemple, et à d'autres. Il y avait aussi des contextes économiques extrêmement difficiles qui ont poussé réellement à une mobilisation interne pour changer les pouvoirs qui étaient en place et finalement pour changer les systèmes politiques qui étaient en place. Cela a été accompagné d'une certaine manière par le discours de la Baule, mais je crois qu'il ne faut pas réduire les changements politiques, notamment la démocratisation sur le continent, au discours de François Mitterrand à la Baule. Et j'ajoute aussi à nouveau que la Guinée et la Côte d'Ivoire ne pouvaient jamais être considérés finalement jusque-là en tout cas comme étant des modèles de démocratie ou de démocratisation dans la région. Dans l'espace francophone, on parlait du Mali pendant longtemps jusqu'à ce qu'on constate évidemment qu'il ne fallait pas confondre élection et démocratie, et on parlait aussi du Bénin jusqu'à ces dernières années où on a aussi au Bénin très clairement des signes de rétrécissement de l'espace politique. Mais la Guinée et la Côte d'Ivoire ont leur histoire particulière qui est quand même faite plutôt de crise politique à répétition, et dans le cadre de la Guinée, de régime militaire, le long régime de Lansana Conté notamment, qui était un régime militaire. On va évoquer juste entre parenthèses la crise des troisièmes mandats, puisqu'on a parlé de la Côte d'Ivoire, on a parlé de la Guinée. Qu'est-ce que cette crise nous dit en réalité alors ? Oui, je crois que la crise des troisièmes mandats nous enseigne que les pratiques politiques ne changent pas simplement parce qu'on a proclamé qu'on était en démocratie et qu'on a adopté des constitutions qui proclament l'état de droit et le respect d'un certain nombre de principes, y compris le principe de la limitation de mandat.
Et je crois que là aussi, sur les troisièmes mandats, ce qui me semble, moi, être important de souligner, c'est que c'est davantage un révélateur des pratiques politiques réelles dans beaucoup de pays de la région que le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est le fait qu'on ait encore une conception du pouvoir, je dirais, à l'ancienne, où des présidents pensent qu'ils sont absolument indispensables et que s'ils partent, il faut absolument qu'ils soient certains de ce qui se passera après eux et notamment qu'ils choisissent finalement leurs successeurs. Sinon, ils restent. Et je crois que dans les deux cas, en Guinée et en Côte d'Ivoire, on a clairement le sentiment que les deux présidents voulaient contrôler absolument la succession. Évidemment, d'une certaine manière, la meilleure manière de la contrôler, c'est de rester en place. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Mais je crois que derrière les choix personnels, ce qu'il faut questionner aussi, c'est le contexte qui leur permet de faire ça et de réussir finalement cette entreprise. Il faut questionner à nouveau l'éthique aussi de manière plus large des cercles qui sont autour de ceux qui sont au pouvoir et qui profitent d'une certaine manière des largesses du pouvoir. Et ces cercles ne sont pas aussi restreints que ça. Et je crois que tant qu'on n'aura pas une analyse beaucoup plus complète des pratiques politiques, on ne réussira pas à formuler les meilleures propositions pour mettre fin à ces troisièmes mandats qui, dans le cas de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, ont produit clairement une situation où les violences étaient inévitables. Vous parlez de solutions. Est-ce qu'il y a une solution pour mettre fin à cet appétit grandissant des dirigeants sur le continent de mettre de côté la Constitution qui les a amenés au pouvoir en général pour entamer une aventure sans fin? Oui, je pense qu'il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Je crois par contre qu'il n'y a pas de solution facile. Et tout le travail qu'on essaie de faire à Ouati depuis des années, c'est de passer le message que par rapport aux défis que nous avons, qui sont immenses, politiques, sécuritaires, économiques, sociaux, environnementaux, éducatifs, nous ne pouvons pas rechercher des solutions de facilité parce qu'il n'y en a pas. Et il n'y en a pas parce que pendant 2, 3, 4, peut-être 5 décennies, clairement, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire pour créer un contexte beaucoup plus favorable à l'épanouissement des populations simplement dans nos pays. Et c'est aussi pour ça que le lien entre tous les domaines, il est absolument fondamental. On ne peut pas comprendre la manière dont les pratiques politiques, disons, évoluent sur le continent si on ne fait pas le lien avec le rôle notamment économique des États. C'est parce que le pouvoir politique, en même temps, est d'une certaine manière central dans tout ce qui est création et distribution, surtout de richesses, que les gens s'accrochent au pouvoir et qu'autour, il est très facile pour un président, finalement, d'avoir la base critique d'hommes et de femmes pour soutenir, disons, son ambition de rester au pouvoir. Si on avait des économies plus, disons, où il y a beaucoup plus de possibilités, des possibilités qui ne sont pas liées à la détention du pouvoir politique ou à la proximité avec ceux qui sont au pouvoir, on n'aurait pas tout à fait les mêmes dynamiques. Donc, il n'y a pas une solution facile, vous le voyez bien, mais il y a des solutions sur lesquelles nous devons collectivement travailler. Gilles Yabi, on arrive presque au terme de notre entretien. Je voudrais encore ouvrir une autre parenthèse. Ce qui se passe à des milliers de kilomètres du continent, aux États-Unis, est-ce que cette transition chaotique qu'on observe de loin, est-ce que cela peut inspirer d'autres apprentis dictateurs ou chefs d'État qui voudraient rester au pouvoir plus longtemps? Oui, bien sûr, dès lors qu'on a aujourd'hui un monde qui est interconnecté, où tout le monde voit ce qui se passe partout, et qu'un pays qui a l'habitude d'être considéré comme étant la plus grande démocratie du monde, en réalité la plus grande démocratie du monde en termes de population, c'est probablement plutôt l'Inde, mais les États-Unis évidemment ont ce prestige qui est bien installé, et lorsqu'on voit la manière dont le président Donald Trump a géré le pouvoir, lorsqu'on voit d'une certaine manière qu'il n'y avait pas de limite dans ses propos, dans ses pratiques, ça veut dire finalement pas de barrière justement éthique, cela a forcément un impact qui n'est pas positif sur les pratiques politiques partout dans le monde, puisque finalement, il est très facile pour n'importe quel chef d'État, en Afrique comme ailleurs, de donner l'exemple des États-Unis, de dire, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis, même aux États-Unis, notamment, on a un président qui peut contester par avance quasiment les résultats d'une élection. Donc oui, c'est un exemple qui est malheureux, et à mon avis, cela montre aussi qu'il ne faut pas singulariser le continent africain. Il y a aujourd'hui
une vraie tendance à la régression sur le plan de la démocratisation et de l'état de droit. Et je crois qu'il est important partout dans le monde de réexpliquer pourquoi est-ce que finalement l'état de droit et la démocratie ne sont pas des faits en soi, mais sont des éléments constitutifs de l'amélioration du bien-être collectif. Ce sera ma dernière question. Je me demandais qu'est-ce qu'il faut espérer de la démocratie en Afrique de l'Ouest dans les années, les mois, les années à venir, parce qu'on n'en a pas fini avec les élections dans la sous-région. Non, on n'en a pas fini avec les élections, mais un des messages absolument fondamentaux aussi qu'on essaie de porter à Ouati, c'est que les élections ne font pas la démocratie et que la démocratie elle-même ne peut pas être consolidée dans la durée sans consolidation des États et consolidation des économies. Et donc, le chantier, il reste important, mais il faut distinguer les différents chantiers et travailler ensemble sur dans toutes ces directions. Construire la démocratie, construire l'état de droit, construire des économies plus solides avec beaucoup plus de production locale et d'emplois pour les jeunes. Sinon, on ne tiendra pas. Si on n'a pas aussi de l'emploi et des opportunités pour les jeunes, on ne pourra pas de toute façon maintenir des systèmes démocratiques pendant longtemps. Donc oui, le chantier il est immense, mais il faut absolument arrêter de penser que le fait d'organiser des élections suffit à avoir des démocraties qui produisent du sens pour les populations. Gilles Yabi, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Ouati, un think tank en Afrique de l'Ouest. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Télésud. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment, sur Télésud.